Et voilà pour ce documentaire de Patrick Jeudi, Nixon, l'homme que vous avez aimé haïr. Enfin, vous êtes libre de l'avoir voulu, mais c'est en tout cas le titre du documentaire. Alors, pour parler de Nixon et pour parler aussi des présidents aux États-Unis et bien sûr de la campagne qui s'annonce et qui devrait voir s'affronter Barack Obama, le sortant démocrate, avec au républicain Mitt Romney, eh bien autour de moi, autour de cette table, Nicole Bacharan. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Donc vous êtes historienne, vous êtes politologue et vous êtes l'une des grands spécialistes des États-Unis. En face de vous, le sénateur Roland Duluard, vous êtes sénateur de la Sarthe, UMP, et vous êtes le président du groupe Amitié France-États-Unis. Depuis peu. Depuis combien de temps? Depuis septembre. Oh bon, quand même. Et puis vous connaissez, j'imagine bien, les États-Unis, vous y allez beaucoup, vous avez de la famille là-bas. Enfin, C'est de la famille américaine, une région, un État, un pays du monde que vous connaissez bien. Thomas Snegarov, vous êtes historien, vous êtes politologue aussi. Vous écrivez, vous sortez ce livre qui s'appelle L'Amérique dans la peau, quand le président fait corps avec la nation, et vous nous direz un petit peu quelles sont les relations qu'entretiennent les Américains avec leur président. Et puis nous rejoindra dans quelques minutes Thomas McGrath, qui est le correspondant des Républicains ici, enfin, en tout cas des Républicains à l'étranger, notamment en France. Mais commençons par vous, Patrick Jeudi, pour ce documentaire, à base beaucoup d'archives, comme on vient de le voir, des archives assez exceptionnelles d'ailleurs sur Nixon. On n'a pas l'habitude de voir Nixon, de voir ce qui s'est passé dans ces années 50 aux États-Unis, c'est rare ça. Oui, des archives d'autant plus rares, comme vous le dites, qu'elles sont du début de la carrière de Nixon, dans les années 50, et puis quelques-unes en couleur que j'ai mises volontairement, qui sont les images d'amateurs filmées par les collaborateurs de Nixon pendant la présidence, c'est-à-dire entre 68 et 73. Bon, alors pourquoi ce sujet et pourquoi ce titre, l'homme que vous avez aimé haïr? Haïr, c'est fort comme terme, hein. Ce sujet, je vais être obligé de parler de moi en fin de compte. J'avais Pas 10 trop ans en 1960 et même dans la cour d'école, on se battait au moment de l'élection de Kennedy. Et je crois que j'étais le seul dans la cour à être pour Nixon. Voilà. Allez savoir pourquoi. Ah, Était-ce une posture? Était-ce une affaîtrie? Je ne sais pas, mais je sentais que ce gars-là avait besoin de moi. Je veux dire, Kennedy, Il allait se débrouiller il n'y avait pas photo. Et vous l'avez écrit, vous l'avez dit ou... Absolument pas. Mais un jour, je l'ai croisé, effectivement, à Paris, au Vaudeville. Je l'ai ailé, j'étais enthousiaste. Il n'était plus président, hélas. Mais enfin, tout ça vous pour avez une dire vraie que... passion pour cet homme-là. Pas une passion, mais c'est vrai que, d'où le titre, j'étais un petit peu agacé par la pensée bien pensante à propos de Nixon. Et le désamour qu'il y avait sur ce président-là. Des amours, plus que des amours, je veux dire. Et avec un esprit de contradiction certain, je me suis dit, je le défendrai. Et alors, dans ma carrière, j'ai fait beaucoup de films sur les Kennedy. Et puis, je voulais faire un Nixon. J'ai eu énormément de mal à faire accepter un Nixon à la télévision française. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéressait personne. Et puis, on me disait, bof. Les gens ne Cela l'aiment dit, j'ai actuellement le même inconvénient avec Poulidor en cyclisme. On peut faire des films sur Bobet, Anquetil. Poulidor, non, c'est pas bien, c'est peuple. D'accord. Bon. Et le titre que vous avez adoré haïr, je disais c'est fort comme terme. Oui, ça mais a je été suis sûr que cette vous relation-là avec les États-Unis. non. Je comprends. Je comprends, effectivement, mais il a été aussi très aimé aux États-Unis. Tout de même, il a été élu 2 fois. Et c'est le seul même à avoir été élu à un mandat national 4 fois. 2 fois vice-président, Oui, 2 fois président. absolument. Il n'y a que Franklin Delano Roosevelt qui a fait pareil, autant, 4 fois président. Donc il a été quand même très aimé. Et y compris même après sa chute, après le Watergate, il est revenu en grâce dans les années 80 chez les Républicains. Et sa mort en 94 est un vrai drame national, en tout cas mis en scène comme ça, avec tous les présidents encore en exercice, enfin en exercice et vivants qui sont là. Donc haï, en fait c'est très compliqué. Je crois que Nixon, il a été effectivement donné l'histoire américaine dans ses creux et dans ses pleins. C'est ça qui est frappant avec Nixon, c'est qu'il a marqué, je crois, 40 ou 50 ans d'histoire américaine, comme aucun président peut-être ne l'a fait. Un petit commentaire sur le film alors qu'on a vu, cette vision de Nixon. Oui, c'est vrai que je trouve que les images des années 50 sont complètement fascinantes. Nixon en train de jouer au golf, par exemple, personne ne l'avait jamais vu. Nixon jeune, au fond, je pense que à cause de notre âge, de notre parcours, pour nous, Nixon est vieux, Nixon s'en va. Et là, mais
c'est vrai qu'il a été quand même détesté. Je crois qu'il a fait honte aux Américains au moment de l'affaire du Watergate. Ce qui a été révélé de sa manière de parler, de ses attitudes ou ses choix quand même assez mafieux, c'était pas une Amérique dans laquelle les Américains voulaient se reconnaître. Et puis, il a eu ce retour en grâce que vous mentionniez, comme un peu un sage de la politique étrangère, parce que finalement, il a quand même aidé l'Amérique à sortir du Vietnam. Donc, comme quelqu'un de pragmatique, de pas idéaliste, mais il y a des phases où le pragmatisme paraît la bonne attitude, et il y avait effectivement 4 présidents à ses funérailles. Roland Duluard. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce film, c'est qu'on montre le Nixon débutant, un homme issu d'un milieu très modeste, pas du tout de l'establishment américain, parce que d'habitude, si vous voulez, les Kennedy, c'était le côté bling-bling, le côté qui faisait rêver. L'autre, c'est celui qui était parti de rien et qui, à la force du poignet, avait gravi les échelons. Car quand on regarde ce film et qu'on lit tous les livres qui ont pu être écrits sur Nixon au départ, c'est quelqu'un qui, à la force du poignet, a conquis ses diplômes, a fait son trou pour devenir avocat, ensuite est devenu député, puis sénateur, et ensuite, déjà le ticket avec le général Eisenhower n'était pas si évident que ça. Et vous avez Il a arraché le ticket, notamment la deuxième fois. Et dans le fond, Ouais. tout ce qu'il a fait, il l'a arraché. Et moi, mon admiration pour Nixon vient du fait que Kennedy lui a volé son élection. Il est prouvé que la bande de Kennedy Ça s'est joué à 120 000 voix. 120 000 voix. Et avec des fraudes manifestes et reconnues, notamment au Texas. Et malgré ça, il n'a pas fait de recours. Alors moi, je dis chapeau, parce que je ne suis pas sûr qu'en France, on aurait fait comme ça. Oui. Bon, Ça m'a beaucoup on va intéressé. revenir sur tous ces points que vous soulignez. Votre avis à vous sur Nixon, puisque vous êtes deux à l'aimer autour de cette table, visiblement. Votre avis à vous, c'est quoi? C'est l'Américain moyen ambitieux, c'est le mafieux, c'est l'homme avec un idéal. C'est quoi, Nixon? C'est un politicien, mais moi je voulais pointer le délit de sale gueule qui a été fait à l'encontre de Nixon. Je veux dire, c'est ce que j'ai voulu marteler dans le film à travers son expérience. Je veux dire, notamment j'ai beaucoup développé l'histoire des Checkers en 52 parce qu'il a opéré un rétablissement spectaculaire avec une rouerie incroyable. Mais voilà, Nixon n'était pas de l'establishment. C'est la conférence de presse que vous montrez dans le film, c'est ça? Oui. On va la revoir tout à C'est l'heure. tout ce qui est autour de la révélation d'une soi-disant cassette qu'il aurait dissimulée, et il se bat à la force du poignet, il ne s'avoue pas vaincu, je veux dire, et il fait plier Eisenhower et l'entourage d'Eisenhower pour le prendre. Pourquoi délit de sale gueule si c'est l'Américain moyen qui a réussi? Mais d'abord parce qu'il a une sale gueule. Je veux dire, on Il dit, est pas beau, il a pas un physique de il a président. perdu en 60, on le dit, à travers les 3 débats. Il a perdu parce que il n'était pas rasé. Et on peut le voir sur les images, il est ventripotent, il a des pantalons qui lui arrivent ici. C'était la mode, mais lui, il était caricatural. Au même moment, Kennedy n'avait pas cette allure-là. On peut parler du costume Kennedy, mais on ne parle pas de l'habit Nixon. Et moi, j'ai aimé ce côté pathétique de cet homme qui a voulu s'élever, qui a voulu lui-même chercher les codes qui lui permettaient de devenir un candidat acceptable. Et c'est vrai, vous avez raison. Et je crois qu'en fait, l'histoire de Nixon, c'est l'histoire de quelqu'un qui a dû combattre en permanence son propre corps. Un corps qui, effectivement, ne le sert pas. Norman Mailer raconte, il se dit, mais ce serait extraordinaire si, dans sa tête, Nixon arrivait à contrôler son corps. Et il n'arrive jamais. Et vous montrez bien dans le film, je trouve, qu'en 68, ils ont compris qu'il fallait être élu malgré ce corps. Et du coup, il se transforme quasiment physiquement. Mais cette transformation, elle va se faire aussi au prix de se cacher. Il va se cacher. Il va jamais montrer ce qu'il est réellement parce qu'il sent bien que ce qu'il montre, ce qu'il est réellement, les Américains n'en veulent pas. Absolument. Et donc, il va se cacher. D'où le New Nixon, Voilà. Le nouveau Nixon. C'est quand même un concept qu'on a entendu même dans la classe politique française, quand même. Ce qu'il est réellement, c'est quand même aussi un extraordinaire escroc. C'est quand même l'homme dont on disait qu'on ne lui achèterait pas une voiture d'occasion. Je veux dire, le Watergate, c'est pas une plaisanterie. Ce sont des écoutes, c'est de la corruption, c'est des pots de vin. C'est pas. Il y a quand même
quelque chose derrière. Je n'ai pas traité cette partie. Voilà. Et pourquoi? Ce sera la dernière question, ce qui me concerne. Pourquoi Parce vous qu'il êtes aurait- arrêté Il avant? aurait Notre fallu faire sujet, 6 heures. oui. C'était un parti pris et comme je vous l'ai dit, c'était tout à fait personnel comme choix de Non, mais faire quand Nixon. on pense Nixon, on pense Vietnam et on pense Watergate, pour Oui, faire ben, ça. ça sera un prochain film, peut-être. Et un côté totalement schizophrénique de Nixon, qui a tellement peur qu'on l'accuse de tout, qu'il espionne tout le monde et qu'il enregistre tout le monde et qu'il conserve lui-même. tout. Et lui-même, Voilà. il s'espionne lui-même. C'est-à-dire qu'il a tellement pas Ça a confiance. commencé avant lui, les écoutes à la Bien Maison sûr, Blanche, j'ai bien sûr. compris. hein. Sauf que lui conserve tout, et y compris les preuves qui vont faire sa chute. C'est quand même hallucinant de voir cette personnalité totalement schizophrénique. Alors, Ça a commencé sous Kennedy, les Bien enregistrements de la Maison Blanche. Sur Et on Roosevelt. n'a pas Sur eu Roosevelt. accès, Sur Roosevelt. déjà sur Roosevelt, Sur on n'a Roosevelt. pas eu accès à tous les enregistrements, même sous Kennedy. Mais Oui. d'ailleurs, il en sort régulièrement, Bien sûr. chaque mois, par chaque parenthèse, ça veut année. dire quoi les enregistrements à la Maison Blanche? Ça veut dire que tout ce qui était dit à la Maison Blanche était enregistré ou ça Ça veut a dire qu'on... commencé dans le bureau ovale, en tout cas. On a mis, Oui. pour Les des raisons conversations historiques, téléphoniques, finalement. Tout est, on a tout est mis, enregistré, voilà, il y a- tout ce qui se il y a- dit. Il y a un Tout. magnétophone Y compris qui a- quand on reçoit une il y avait un stagiaire magnétophone. éventuellement. Non, Je ça non. pense Mais parce que- que Nixon D'ailleurs, était ce n'était persuadé. pas dans le bureau Ah, ovale. bon, Parce que Nixon était persuadé que la parole donnée n'avait aucun poids. Et donc il fallait enregistrer les gens. Vous m'avez pourtant dit ça ce jour-là dans le bureau ovale. C'est-à-dire que lui-même avait intégré le fait que la confiance n'existait pas. Donc c'est quand même assez particulier. hein. Alors, on va accueillir dans un instant Thomas McGrath et on va regarder une séquence de votre film qui est assez emblématique, justement, de cette façon qu'a Nixon de retourner la situation et en parlant de son chien, en parlant de sa femme, en parlant de tout ça, pour expliquer qu'il n'a pas volé d'argent. My fellow Americans, I'm sure that you have read the charge and you've heard it, that I, Senator Nixon, took $18,000 from a group of my supporters. Not 1 cent of the $18,000 ever went to me for my personal use. Every penny of it was used to pay for political expenses. Do you think that when I or any other senator makes En a meeting à political Cleveland, Eisenhower et Mamie, son épouse, ont regardé l'intervention télévisée, comme 60 millions d'Américains. Son discours a déclenché la nausée chez ses ennemis, mais les standards téléphoniques croulent sous les appels. L'Amérique plébiscite Nixon. Pat doesn't have a mink coat, but she does have a respectable Republican cloth coat. And I always tell her that she'd look good in anything. One other thing I probably should tell you, because if I don't, they'll probably be saying this about me too. We did get something, a gift, after the election. You know what it was? It was a little Cocker Spaniel dog in a crate that he'd sent all the way from Texas. Black and white, spotted. And our little girl, Tricia, the 6-year-old, named it Checkers. And you know, the kids, like all kids, love the dog. And I just want to say this right now, that regardless of what they say about it, we're going to keep him. Alors, pour un Français, aujourd'hui, ça ferait presque sourire, mais c'était tout à fait autre chose, j'ai bien compris, aux États-Unis. Alors, Thomas McGrath, vous nous avez rejoint. Patrick Jeudi vous a laissé sa place. Merci d'être là. Je disais, vous êtes le représentant des Républicains, mais à l'étranger, et notamment en France. Exactement. D'accord. Un mot quand même sur le documentaire, si vous l'avez regardé, concernant Nixon. Comment vous l'avez trouvé, puisqu'on en a parlé avant que vous n'arriviez? J'ai trouvé ça très bien fait, très fidèle à l'image au moins et de connaissances que moi j'ai de Nixon et cette époque. C'était quelqu'un qui était effectivement un peu maladroit, mais qui était quelqu'un qui est sorti avec ses propres moyens, qui a réussi avec ses propres moyens. Rien n'a été donné, rien n'était facile pour lui. Il était, à mon avis, choisi par Eisenhower parce qu'il était très connu comme anticommuniste. Très anticommuniste, c'était quelque chose qui marquait toute sa carrière. Et il s'est fait connaître dès le début dans des procès comme ça. Oui, ça, il n'y a pas d'ombre de doute. Et quand il était élu président en 68, je pense que j'admire beaucoup Nixon. C'était une figure tragique, la façon dont ça s'est terminé. Mais si vous regardez que son premier mandat, c'était large réussite. Et c'était vindiqué par l'élection en 72. Chez les Républicains, il a bonne presse, il a bonne cote, ou on se dit qu'il vous a coûté cher? Je pense qu'on considère que c'était un bon homme, un grand homme politique, et qui a eu un mauvais caractère d'un certain point de vue, et qui lui a affaibli, et ça s'est très très mal terminé. Très mal terminé pour le Parti républicain en 72 et 76. Néanmoins, en 68, l'Amérique n'était pas aussi divisée depuis la guerre de succession.
même dans la dépression, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait certaines... il y avait des vrais certaines clivages. soudés. L'Amérique était assez soudée, Ah même bon, dans au les contraire, problèmes. d'accord. Mais en 68, le pays est en train de se déchirer. Et il a redressé cette situation et c'était confirmé avec l'élection en 72. Il a gagné 60-40 essentiellement. Déchiré, pourquoi? C'est une année tragique, Vietnam. l'année 1968. À cause Il y a de le la question du Vietnam, Vietnam. il y a les droits civiques, les grandes manifestations noires, les grandes émeutes raciales. C'est l'année, souvenez-vous, où les athlètes noirs aux Jeux Olympiques de Brandissent le Mexico poing. brandissent le poing C'était le symbole pendant la de bannière nouvelle étoilée. gauche aux États-Unis. Voilà. Nouvelle gauche. Donc, oui, les assassinats. C'est terrible. Mais en C'est fait, une année vraiment. le seul critique que je peux voir sur ce film, c'est l'idée que le mort de Robert Kennedy en 68 a ouvert la piste pour Nixon. En fait, le mort de Kennedy en 68 a essentiellement déclenché un déchirement du Parti démocrate en 68 à Chicago. Robert était plutôt allié avec la nouvelle gauche et Humphrey, le vice-président et les autres candidats étaient plutôt centristes ou comme les anciens démocrates. Mais quand les jeunes sont arrivés à Chicago pour diviser et essayer de prendre contrôle du Parti démocrate, les Américains ont vu ça, ils étaient choqués, ils ont voté assez massivement pour S'il n'y Nixon. avait pas eu la mort de Kennedy, Nixon n'aurait jamais refait surface, si je comprends bien. Non, c'est pas sûr, c'est pas évident, parce c'est que possible. Kennedy était plutôt allié à ce qui était la cause de la déchirement. Du Parti démocrate. On va revenir sur cet extrait qu'on a vu, quand même assez étonnant, cette espèce de plaidoyer, de plaidoirie qui fait en direct à la télévision, qui est assez sidérante. C'est quelque chose, vous disiez pendant qu'on regardait l'extrait, que on pleurait, que les caméramans pleuraient en voyant le... Ah oui, et ça a été un moment incroyable. Il sent bien à ce moment-là, Nixon, que sa carrière elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est un va-tout incroyable. Il s'agit pour lui, je rappelle, d'être vice-président. Il décide effectivement de passer à la télévision et de tout mettre à nu, de tout expliquer, de tout justifier de ses revenus et de dire qu'effectivement, et de rappeler que lui-même vient du peuple, qu'il n'a pas beaucoup d'argent et qu'il fait pleurer tout le monde dans les chaumières avec ce fameux chien, Checker, qu'on lui a offert et que celui-là, il ne rendra pas. Parce que ses filles ont été contentes de l'avoir. La ficelle est grosse quand même, non? Elle est grosse, mais elle fonctionne à l'époque. Les gens sont beaucoup moins habitués à l'image qu'aujourd'hui. Donc on déconne moins. C'est le début. Oui. Il y a plus de 50 millions de téléspectateurs. Ça a été pendant très longtemps la meilleure audience de la télévision. Et l'une des autres meilleures audiences de la télévision, c'est le dialogue entre Nixon et Frost. Je crois que Nixon a été fascinant pour les Américains. D'où lui vient ce qualificatif ou cette appellation de tricheur à Nixon? Est-ce que c'est de ça, cette façon qu'il manipulait les choses à ce moment-là, ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Ça vient de sa première candidature au poste de représentant en Californie. Son opposante considère qu'il a des méthodes qui sont des méthodes presque d'escroc. Et elle trouve ce surnom, Tricky Dick, qui va faire florès dans la presse. Tricky Dick signifiant Dick Richard. Richard un peu les coups tordus, quoi, qui fait des coups tordus. Il s'est présenté en 50 alors pour la Chambre des représentants. Avant ça même, en 46. Et il était déjà sénateur en 46. En 50, il était sénateur. En 46. Et cette appellation, Nicole Bacharan va le suivre tout le temps. Il va être perçu comme ça par les Américains, comme le tricheur, celui qui arrange les faits, qui arrange les choses, jusqu'au Watergate. Je pense que coup tordu, c'est une bonne traduction de l'effet que produit ce terme. Les présidents ont généralement des surnoms comme ça. Bill Clinton était Slick Willie, c'est-à-dire Bill sur qui tout glisse, en gros, qui se débrouille. Là, c'est un peu coup tordu, mais moi, ça me rappelle immédiatement les images pendant le scandale du Watergate où Nixon, avant d'être obligé finalement de partir, arrive à la télévision, explique sa version des faits en disant « Je ne suis pas un escroc ». On a arrivé à voir le président des États-Unis qui regarde les caméras dans les yeux, si j'ose dire, et qui dit « Je ne suis pas un escroc ». C'était quand même un moment assez tragique de la présidence américaine. Et immédiatement, que pensez-vous quand vous écoutez ça? Que c'est un escroc. Oui, c'est comme les aveux de Clinton quand il a expliqué aussi ces choses. Oui, on repense un petit peu à ça. Alors, vous dites... époque quand même troublée, la guerre du Vietnam, etc. Très, très compliquée, très clivante, très difficile aux États-Unis. Est-ce que c'est pas aussi le désamour qu'on a pour Nixon, est-ce que c'est pas aussi un désamour par rapport à l'époque et par rapport à ce que représentaient les États-Unis de cette époque-là, leur puissance? Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi dans cette espèce de rejet de Nixon? Non, je pense que le vrai haine de Nixon était créé avec cette affaire IS, Alger et le procès des IS.
La gauche n'a jamais pardonné Nixon pour ça. Et la deuxième chose, c'était... l'affaire Hiss. L'affaire Hiss, c'était une affaire d'espionnage avec un grand fonctionnaire qui était à côté de Roosevelt à Yalta, en tant que représentant du département d'État, et qui était en fait tout le temps en train d'espionner pour Staline et qui a filtré pas mal d'informations très sensibles à Staline. Et finalement, il était rendu coupable, pas d'espionnage parce que le délai de procès était passé, mais pour le par jour. Et il a passé 5 ou 6 ans en prison, je pense. Mais c'était un procès assez controversé. Et il y avait quelques essais de témoins qui étaient un peu difficiles à cerner. La gauche a pensé que c'était toujours un show trial et n'a jamais pardonné Nixon d'avoir gagné ce procès contre Hiss. Alors, sur son bilan, si on peut parler de son bilan, parce que c'est quand même quelqu'un dont on se dit qu'il a eu une stature, une présence, une autorité sur le plan international qui était quand même assez incroyable. Enfin, il a joué un premier plan qu'on ne lui conteste pas, j'imagine, aujourd'hui. Moi, je trouve qu'en ce qui concerne le bilan, au niveau de la politique extérieure, le contact avec la Chine, son premier voyage en Chine, où il a pris tout le monde de court. Ensuite, la volonté de démilitarisation ou de maîtrise des missiles, et avec ce qu'il a engagé avec les Russes, avec l'Union soviétique de l'époque, via l'ambassadeur Dobrynin, c'est 2 éléments absolument fantastiques. Et je crois que c'est le côté très positif de sa politique extérieure. Mais ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, il a eu ce culte du secret. Et notamment avec Kissinger, où il menait un certain nombre d'opérations. Et ce culte du secret, à mon avis, a dû le pousser à finalement aller trop loin dans le problème des écoutes, et puis ensuite la paranoïa qui a amené à la chute. Mais si vous regardez aussi au niveau de la politique intérieure, son bilan, notamment pendant le premier mandat, C'était la croissance, c'était oui, des périodes fastueuses et formidables quand même. Il y a eu une période fastueuse, mais c'est quand même le seul qui ait véritablement lancé une politique de déségrégation raciale, notamment en Caroline du Sud, et il a été très loin dans ce domaine. Et là, il a été novateur, prenant à contre-pied finalement une partie des démocrates, notamment l'aile gauche des démocrates. Et puis je dirais qu'il a aussi lancé l'agence d'environnement, National Environmental Agency. Et ça aussi, c'était quelque chose de très précurseur par rapport à l'époque. Alors, à part les micros et ses turpitudes et son côté un petit peu gangster, c'est un grand président ou pas, Nixon, à l'arrivée? Non, pour moi, ça reste pas un grand président. Ça n'est pas un président médiocre. C'est un président qui a une vraie stature, qui a été par moments un homme d'État. Mais c'est vrai que l'humiliation de ce départ fait qu'il ne peut pas être rangé parmi les grands présidents parce que ça n'est pas un départ injuste. Donc, l'histoire ne peut pas regarder en arrière en se disant ah, ça n'aurait pas dû arriver. Il a vraiment fauté, il a vraiment payé pour ce qu'il avait fait. Mais c'est vrai que le lien avec la Chine, l'ouverture avec la Russie, même certaines prises de position au Moyen-Orient, la manière de se désengager du Vietnam, ce sont des éléments de politique étrangère très forts. Je pense que sa politique étrangère a été meilleure et plus efficace que sa politique intérieure. Mais ce que vous disiez de cette évolution personnelle, au fond, moi je trouve qu'elle est assez pertinente à l'égard de presque tous les présidents. C'est une position énorme d'être président des États-Unis. Alors je ne sais pas si en France on peut avoir un président normal, mais moi j'ai le sentiment que beaucoup de présidents américains ne peuvent pas être normaux et qu'il y a très souvent ils ont une volonté de faire, une ambition à tout craint, une santé extrêmement solide. Pour y arriver et en est même quand même très temps, très longue aux États-Unis. Souvent une dimension paranoïaque parce que peut-être le pouvoir est tel qu'ils se sentent cernés, écrasés, une dimension autodestructrice, comme on a pu le voir chez Bill Clinton, une dimension un peu mégalomaniaque qui peut se lever le matin en se disant je veux être président des États-Unis et je suis le meilleur pour ça. C'est des personnalités très compliquées. Justement, je crois que dans le bilan de Nixon, le pire c'est que je crois qu'il a abîmé la présidence, abîmé la nation, la fonction et abîmé l'Amérique en tant que telle. Et par conséquent, après, Gerald Ford et surtout Jimmy Carter ont tenté de désacraliser la fonction, mais ça a échoué. Mais ça a été un désastre. Ça a été un désastre. Comme quoi, effectivement, l'équilibre est difficile, et vous avez raison, Nicole Bacharan, d'expliquer effectivement que le président n'est pas normal. Quand on a tenté un président normal, je crois que le parallèle Hollande-Carter, il est intéressant. Quand on tente un président normal qui porte lui-même son sac de voyage, par exemple, ça finit dramatiquement parce que les Américains, au bout d'un moment, certes, ça peut les exciter lors de la campagne, mais à la tête des États-Unis, ils veulent quelqu'un d'exceptionnel, qui soit le président, Mr. President. Mais
On ne peut pas être un homme ou une femme normale pour briguer la fonction suprême. Quand on voit les Normal, conditions... c'est table de référence maintenant. Mais quand on voit les conditions d'une élection, cette lutte au couteau, les horreurs qu'on s'envoie mutuellement, et chez nous, on dit que c'est horrible, mais ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, vous achetez un spot, où vous dites n'importe quoi sur votre concurrent, et il faut donc, à mon avis, être très spécial pour briguer le mandat. Thomas McGrath, vous dites, on dit qu'il a fait du mal. Vous dites qu'il a fait du mal à la fonction de président. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez l'impression qu'après lui, il a fallu des présidences plus modestes, on va dire, qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de l'enjeu? Et est-ce que, effectivement, pour le Parti républicain, ça a été... On est capable d'avoir une fonction plus modeste. Le président des États-Unis, c'est la fonction qui est quand même à un certain statut. C'est difficile à la diminuer. Néanmoins, je suis d'accord avec vous. Nixon l'a avoué. Je pense que dans ses entretiens avec Frost, que ce que j'ai fait a déçu l'Amérique, c'est déçu de moi-même et ça a diminué le rôle de président. Et il était coupable, c'était ses propres choix, hein, donc propre faiblesse. On va parler des présidents, de la fonction présidentielle et du lien qui unit la nation américaine avec ses présidents, et puis aussi de la campagne qui s'annonce, parce qu'on arrive dans la dernière ligne droite, hein, si je puis dire, entre Obama et son concurrent. Hein? Il y a toujours 6 mois. Hein. Il y a toujours 6 mois. Bon, et un petit extrait quand même du documentaire sur justement ces fameuses origines de Nixon, tant mises en avant sur son origine modeste. Depuis sa nomination, le sénateur Nixon est devenu une célébrité. Mais sa mère est là pour lui rappeler d'où il vient. Un enfant modeste, de la middle class de la côte ouest, non loin de Los Angeles. Son père tient la station-service drugstore à l'entrée du village. Le week-end, ses camarades y boivent un dernier verre, mais n'invitent jamais le fils de l'épicier. Voilà un petit peu pour cette, je ne sais pas si c'est de la mythologie, c'était vraiment effectivement quelqu'un qui était issu de milieux modestes. Est-ce que ça correspond à ce que sont en général les candidats à la présidence américaine, ou est-ce qu'au contraire c'est une exception et que maintenant tous ont fait Harvard, les grandes universités américaines, tous sortent de la société bourgeoise américaine? Oui, évidemment, c'est plutôt, on est encore dans les mythes, hein, un mythe fondateur de l'idée de la présidence, effectivement, de quelqu'un d'extraction modeste. N'importe qui peut devenir président des États-Unis, mais en fait les Américains ne veulent pas que n'importe qui soit président. C'est un peu le paradoxe, un peu d'un Jimmy Carter par exemple. Bill Clinton refera le coup, hein. The Man from Hope. Je viens d'une petite ville, etc., l'Arkansas. Il refait l'histoire. Et Reagan aussi. On raconte cette histoire. Ils viennent de milieu modeste, mais après, ils font des brillantes études. Ils viennent de milieu modeste, certains d'entre eux. Ah, il y a quand même ça. Oui, bien sûr. On est attaché à ça. Mais pas tous, hein. Kennedy non, Franklin Delano Roosevelt non plus. À l'arrivée, ce sont quand même des hommes de l'élite pour la plupart d'entre eux et qui sortent des mêmes écoles. Cette année, on a deux diplômés de Harvard qui sont en lice. Bush à Harvard, Clinton à Yale. C'est difficile, mais... Clinton, Reagan, Truman étaient tous des familles très vraiment modestes. d'un milieu Nixon très aussi, modeste. C'est le fameux storytelling. On doit raconter une histoire qui parle aux Américains et aux mythes américains. Il faut entretenir l'illusion, à défaut de réalité, que tout est possible dans ce pays. Et le président, qui est le premier d'entre eux, doit être celui qui incarne le plus ce mythe. Mais vous nous dites qu'en France, on parle toujours de l'ENA quand on parle de la haute fonction publique et des présidents, même si Sarkozy n'avait pas fait l'ENA, mais Hollande a fait l'ENA. Là-bas, c'est quoi? C'est Harvard et ces universités-là. Il faut passer par ce moule-là. Qui forment l'élite, mais je pense que le fait que quelqu'un d'un milieu modeste qui est doué et qui travaille dur, correspond au mythe américain. Vous avez raison de dire que c'est très rare que le mythe américain s'accomplisse. Il y a très peu de gens très pauvres qui deviennent un jour très riches, ça arrive, mais c'est rare. Mais c'est vrai que le président qui vient d'un milieu très modeste et qui fait ses études avec des bourses, et qui devient président des États-Unis, ça existe. Je veux dire, Obama est venu d'un milieu franchement modeste. C'est pas la misère, mais enfin vraiment modeste. Mère célibataire la plupart du temps. Qu'est-ce que mais les Américains... à l'arrivée, la formation de l'élite, même si je trouve que le parcours d'Obama est d'ailleurs particulièrement intéressant parce que vous sentez que c'est à la base un outsider, un milieu modeste, bon, une couleur de peau unique à cette fonction. Il a observé et intégré les codes de l'élite de la côte Est à la perfection. Il n'y a pas dans tout son comportement rien qui en déroge. Il y a des choses qui se font, qui ne se font pas, et il faut parvenir à incarner cette fonction qui, comme vous le dites, est une fonction
différente de toutes les autres. Alors justement, un mot sur la relation qu'entretiennent les Américains avec cette fonction-là. Est-ce qu'elle est particulière? Est-ce que, par rapport à ce que nous entretenons comme relation avec notre président à nous, est-ce qu'on est sur le même thème ou est-ce que c'est très différent ce qui se passe là-bas? Sur quelle fonction, pardon? Fonction présidentielle américaine. Pour les Américains, comment ils se projettent dedans? Qu'est-ce qu'ils attendent de leur président? Et qu'est-ce qu'ils ne supportent pas qu'il fasse d'ailleurs? En fait, je pense que c'est une des énormes différences entre la France et les États-Unis. Le président, sur la Ve République, a un immense pouvoir. Probablement plus que le président des États-Unis. Oh, nettement, à mon avis. Oui, nettement. oui. Et l'Assemblée nationale n'a pas du tout le même pouvoir en France que le Congrès aux États-Unis. L'exemple que j'aime bien donner très souvent, c'est que quelqu'un qui est membre de la commission de finances dans le Sénat américain ne quittera pas sa poste pour devenir ministre des Finances. Ce n'était jamais vu, sauf dans le cas de Benson, qui était au bord de retraite. On a plus de pouvoir à l'Assemblée, oui. au Congrès américain, au Sénat. Oui. Et le ministre des Finances, il est là pour exécuter les lois passées par le Congrès. C'est le Congrès qui décide. Et le budget et les impôts, c'est fixé par le Congrès d'abord. Ce n'est pas une proposition de gouvernement qui vient. Donc, le président, c'est important, mais c'est beaucoup moins important que le président de la Ve République. Oui, mais justement, c'est parce que institutionnellement, il a moins de pouvoir qu'il cherche à parler directement aux Américains, le pouvoir de persuader, et ainsi de faire pression sur le pouvoir législatif. Et du coup, le président est omniprésent, il est partout, et il doit en fait dire aux Américains deux choses en permanence. Un, je suis l'incarnation des valeurs de préservation. À savoir, je me réfère au texte fondateur, au père fondateur en permanence. Souvenez-vous de Reagan, même Obama le fait tout le temps. Et je suis aussi l'incarnation de l'avenir de l'Amérique. Et il parle aux Américains et tout est en fonction toujours de ces deux dimensions. Il doit négocier ce rôle tout le temps avec le Congrès. On sort en France d'une présidence qui a été très contestée quant à sa forme. On a beaucoup glosé sur les erreurs initiales du président, entre bling-bling, etc. Est-ce que là, de la même façon, il y a des choses qui sont intolérables pour les Américains par rapport à leur président? Qu'est-ce qu'ils attendent de sa conduite au président américain? Je pense qu'ils attendent qu'il respecte les formes. Mais ce ne sont pas forcément les mêmes. Il y a souvent une illusion en France qu'il n'y a pas de protocole, pas de hiérarchie aux États-Unis, qu'on appelle tout le monde par son prénom. Etc. Voilà. Il y a des lieux et des moments où on est décontracté, en tout cas en référence à ce qui se passe en France, et des moments non. Je veux dire, personne n'appelle Obama par son prénom, c'est Mr. President. C'est inenvisageable, je veux dire, la familiarité avec le président. Bon, mais par ailleurs, le président américain peut se prêter à des émissions de télévision un petit peu comiques. Il peut faire de l'humour, de l'autodérision. Tout ça a été écrit d'avance. Il a des écrivains de blagues. Il ne prend pas de risques. Mais c'est admis. Je vous donne un exemple récent. Il y avait le 100e anniversaire d'un stade de baseball à Boston il y a 2 mois, dans lequel il y avait un spot du président Obama. Dans Massachusetts et Boston, c'était une ville extrêmement démocrate. Et il était sifflé parce que ce n'était pas son rôle. Les Américains étaient un peu étonnés de voir que le président des États-Unis est sur une image pour fêter le 100e anniversaire d'un stade de baseball. C'est pas considéré comme digne du président. Il faut qu'il garde son rang, qu'il garde sa place et qu'il ne dévoie pas sa fonction ou son image. C'est ça ce que vous dites. Bill Clinton avait fait beaucoup d'erreurs d'image au début de sa présidence. On a tous vu des images de jogging avec un petit short ridicule. Il ne savait pas faire le salut militaire. Il a fallu qu'il se tasse ou s'élargisse, je ne sais pas. Mais dans cette c'est beaucoup plus corseté qu'on ne l'imagine. C'est beaucoup plus corseté qu'on l'imagine. On le dit beaucoup en France, on l'a beaucoup dit avec François Hollande, se présidentialiser. Aux États-Unis, je crois que c'est encore plus important qu'ailleurs. Et dans cette présidentialisation, la femme du président joue un rôle essentiel. Elle doit être non pas une coprésidente, comme a été l'erreur du premier Clinton entre 1994 et 1996, mais un soutien fidèle, un peu soumis aussi à son mari. C'est Michelle Obama, the mom in chief, qui fait le potager ou qui va à la télé dans Sesame Street avec les enfants. Qui s'occupe des enfants, mais qui est là présente et on la sent présente. Oui. Et en 1996, la représidentialisation de Clinton, elle passe d'abord par une chose, c'est que Hillary Clinton s'éloigne et elle explique à la télévision, inimaginable quelques années plus tôt, je suis là pour écouter mon mari et lui faire couler un bon bain lorsqu'il a des soucis. Et on oublie la brillante avocate, etc. Et on oublie la coprésidente. Et la coprésidente, c'est fini. Alors, sur ce qui se profile là, parce qu'on est quand même dans un moment important, on est à 6 mois d'une élection, exact, avec sans doute Obama, avec sans doute Mitt Romney. Exact.
Vous êtes républicain, Mitt Romney, c'est quasiment acquis. C'est sûr. Oui, non, Il y a quand même encore un candidat qui traîne. Je pense que Ron Paul a annoncé qu'il arrête sa campagne hier. Oui, donc il arrête la campagne. Que Mitt Romney. C'est Mitt Romney. Bon, alors, si on veut un petit peu faire un dessin, d'abord de Mitt Romney, c'est qui ce Mitt Romney? Mitt Romney, c'est un homme d'affaires. D'abord, c'est un fils d'un ancien gouverneur de Michigan qui était républicain dans les années 60, qui était lui-même opposant à Nixon pour la nomination républicaine en 1968. Mais qui a échoué, mais qui était un grand homme de fer et un homme politique dans les années 60. Mais on dit qu'il n'a pas de conviction, qu'il est, il a que le nom de républicain, mais qu'en fait on ne sait pas trop ce qu'il est. Il est centriste. Ça explique nos primaires assez bizarres en fait. C'est la première fois que j'ai vu ça. Romney, c'est quelqu'un d'assez centriste. Il était inscrit comme indépendant aux États-Unis. En France, c'est pas une marque qui marche bien. Non, faites attention. Indépendant jusqu'en 1994. En 1994, il est devenu républicain. Et en 2000, je pense, ou 2002, il était élu gouverneur de Massachusetts. Massachusetts, comme je vous ai dit, c'est un État très démocrate aux États-Unis. Et il a passé un certain nombre de réformes. Il s'est pas représenté pour être réélu gouverneur. Il a même fait une réforme de la santé au Massachusetts dont s'est inspiré Obama. Et ça, c'est pourquoi plein de républicains pensent que, bon, ils disent qu'il est républicain, mais il est républicain depuis peu de temps. Il avait déjà 45 ans qu'il a décidé de devenir républicain. Est-ce qu'il est vraiment parmi nous? Est-ce qu'il est vraiment conservateur? Et ça, c'est pourquoi, à mon avis, vous avez vu, une après l'autre, Michelle Bachmann, Herman Cain, Rick Perry, Rick Santorum et Newt Gingrich ont monté et descendu assez rapidement parce que les républicains dans la primaire cherchaient un vrai conservateur. Je pense que Romney, c'est quelqu'un, il est modéré, plutôt centriste et capable de travailler avec les démocrates et attirer les indépendants. Bénédicte Romney. Romney, pour moi, c'est l'homme que j'aurais adoré aimer. Je me dis pourquoi? Parce qu'en fait, mes parents le connaissaient quand j'étais enfant. Ah bon? Ils l'avaient rencontré quand il était missionnaire en France. Et donc, il est venu quelquefois à la maison. Il a été missionnaire mormon en France. Il est venu quelquefois à la maison quand j'étais petite. Et donc, c'était un beau jeune homme de 20 ans. J'étais gamine et je me souviens... Il venait évangéliser en France. Oui, tout à fait. Et je me souviens que ses amis disaient un jour il sera président des États-Unis. Et c'est pour ça que je me suis souvenu de lui, parce qu'honnêtement, j'avais pas de raison particulière de m'en souvenir. Donc déjà à 20 ans, peut-être parce que son père était le gouverneur, peut-être parce que lui-même il songeait, il faisait savoir que c'était son rêve de jeune homme. Donc quand je l'ai vu entrer en politique dans les années 90, je me suis dit oh, quelqu'un que je connais, je ne sais pas, il y avait quelque chose de sentimental, de sympathique. Mais non, je trouve Mitt Romney est le pire leader républicain qu'on peut s'imaginer parce qu'il n'a pas de conviction. Je rentre de 6 mois aux États-Unis où je travaillais avec la Hoover Institution, qui est une institution très républicaine. Il n'y a aucun enthousiasme, aucune confiance en cet homme-là, parmi les républicains. Et si il a été effectivement sélectionné comme le candidat républicain, c'est parce que bien qu'il ait donné tellement de gages à la droite chrétienne la plus dure, les gens se sont dit au fond... Il ne fera pas ce qu'il dit. On va pas faire de parallèle, donc, vous allez dire qu'il est mou. On ne lui fait pas confiance. On lui fait pas confiance, et ça c'est dommage. Il n'est pas mou, mais son histoire politique un peu effectivement difficile entre le centre et la droite fait que les démocrates l'appellent the flip-flop candidate, c'est-à-dire le candidat qui change d'avis tout le temps. Tout le temps. Et ça c'est terrible. Ça c'est terrible parce que vous avez parlé tout à l'heure des publicités négatives dans les campagnes. Les démocrates, c'est du beurre pour eux. Ils sortent sur l'avortement, sur le mariage homosexuel, sur la réforme de santé. On place une déclaration... Toutes les réformes engagées ou promises par Obama. Et moi, je suis sûr que Obama, volontairement, notamment sur le mariage gay, annonce des mesures plutôt socialement en avance, exprès pour forcer Romney à se droitiser et ainsi à se dédire. Ça marche pas comme ça. En fait, quand Obama annonce qu'il est plutôt pour le mariage gay, Romney n'a pas besoin de rien faire. C'est les évangéliques et la droite chrétienne qui va automatiquement vers lui et pousser d'Obama. Oui, mais il va perdre des indépendants qui font l'élection. Bon, ça, on verra. Il n'a pas besoin de chercher. On verra à l'arrivée parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dites-nous un mot. Des deux. Dites-nous quand même un mot sur Obama parce qu'il arrive au terme de son premier mandat. Il y a beaucoup d'espoir dans Obama, ce premier président noir des États-Unis. Enfin, ça a été un espoir pour beaucoup. Cet espoir, il l'a trahi, il en était à la hauteur et quoi. Je pense qu'il a eu une situation plus difficile, vu la crise mondiale, qu'on pouvait s'y attendre, ce qui l'a gêné peut-être dans une certaine mise en place de sa politique. Et puis, on revient à ce que nous disions tout à l'heure, le Congrès
a mis son veto à un certain pas de la nombre même de couleur mesures. que lui, hein. Oui, mais à partir du moment où le Sénat Non, mais si je puis dire, et l'Assemblée, politique. là, Ah. c'est la Chambre des représentants qui n'est pas de la même couleur politique, elle a mis le bâton dans les roues très très fortement. Et donc il y a un certain nombre de réformes qui n'avancent pas, notamment la réforme de santé n'est pas encore appliquée. D'accord. Et donc, il est dans quel niveau d'amour ou de détestation ou de désamour il est dans l'opinion Obama C'est aujourd'hui? moyen, c'est quand même très moyen, je dirais. Il est en gros à 46% d'approbation sur son travail de président. À 6 mois des élections, c'est pas bon si on compare historiquement avec les présidents qui ont réussi à se faire réélire. C'est vrai que son bilan est quand même très mitigé, que les Américains ne sont pas contents. Après, il faut répartir les responsabilités, mais à l'arrivée, il est dans la position d'un président sortant dans un pays qui reste quand même en crise. Donc vous voyez la comparaison avec l'Europe, il est très difficile de se faire réélire en tant que président sortant. C'est vrai, Mais il a un mauvais adversaire en le face de slogan lui, de je crois. ouais, ou le bon pour lui. Oui, Le enfin. slogan de Joe Biden, enfin, ce qu'il a trouvé, la formule, je trouve géniale, qui a depuis répété, c'est d'accord, Obama, ok, Ben Laden est mort, General Biden, Motors c'est est son vivant. vice-président, vous parlez. Oui. La Ben formule, Laden est c'est- mort et General Motors est vivant. Oui. Point final. Voilà ce que c'est Barack Obama. Et Les ça, deux choses qu'il a fait, il a sauvé General Motors et il a tué Ben obtenu Laden. la fin Eh oui, de mais Laden. non, mais c'est pas rien. C'est pas rien, surtout que En formule concise, c'est excellent. Surtout que General Motors, il y a quelques années, Mitt Romney avait dit il faut les laisser mourir. Donc, si je vous comprends bien, vous dites que, et compte tenu des qualités d'homme de campagne d'Obama, qui est quand même quelqu'un qui sait faire une campagne Ce à qui travers sa est vie, des discours intéressant incroyables. aujourd'hui, c'est qu'après 6 mois d'une primaire peu glorieuse côté républicain, Obama est derrière Romney dans les sondages. Le New York Times ce matin donne Romney 46, Obama 43. Et en fait, une des vrais sondeurs professionnels, semaine dernière, donnait Romney 50 ou 49 contre Obama 42, 43. Est-ce qu'il est vraiment rentré en campagne, Obama? Non, Pas mais encore. en ce moment, ça montre deux choses. Que malgré une primaire qui était très peu glorieuse côté républicain, et pendant laquelle Obama avait tout le terrain pour lui, il n'arrive pas à la sortie de cette primaire un peu moche républicain avec une large avance. Et avec quel sujet qui préoccupe les Américains aujourd'hui? C'est quoi? C'est la Économie. crise? C'est Économie, l'Afghanistan? l'emploi. Comme Ah la oui, France, c'est- comme L'emploi, la pareil. France, C'est- le chômage, les déficits, la Les crise. mariages gays, les guerres contre les femmes, tout ça, ça n'a c'est des diversions. Ils veulent surtout savoir s'ils auront du boulot demain. Oui. C'est ça le problème de fond. Oui. Oui. Et Obama en veut même- surtout et pas en même parler temps, c'est quand même d'économie. hein. tragique, pardonnez-moi messieurs, de rappeler que dans ces primaires que vous qualifiez, je crois à juste titre, d'assez moches, une espèce de guerre contre les femmes, ou en tout cas contre l'accès à la contraception, ait été engagée comme si ça devait être un sujet de débat politique. Ça l'est en partie, et je trouve ça terrible. Je trouve ça l'a ça été ne- parce que- ça ne- ça l'a ça été- n'a allez-y. plus de notre Ça l'a âge. été ça l'a été parce que toujours chez les Républicains, lors des primaires, il faut d'abord Il faut aller à droite. il faut aller à droite pour gagner son propre camp. Romney l'a pas fait. Bon, en tout cas, on est au début d'une belle bataille, si je puis Oui, dire. je pense, Hein, oui. On vient d'en vivre une belle et on s'attend à en vivre une pas mal du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, je rappelle, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je rappelle votre livre, Thomas Snegarov, ça s'appelle L'Amérique dans la peau, quand le président fait corps avec la nation. Et c'est chez Armand Collin, ça vient de sortir et ça nous permet d'y voir un peu plus clair sur les relations qu'entretiennent les Américains avec leur président. Merci à tous d'être venus participer à ce débat. Juste avant cette course qui s'annonce passionnante ici, aux États-Unis, après une course passionnante qu'on vient de vivre en France. Je remercie Aurélie Dafas qui m'a aidé à préparer ce débat. Je vous rappelle notre adresse internet et je vous dis que la semaine prochaine, on va parler d'urbanisme et de grands ensembles. Et on sait que là aussi, c'est un enjeu capital au début de ce quinquennat. Voilà. Mais bien sûr, c'est pas terminé. Je vous laisse sur Public Sénat.